Bonjour à tous et merci d'être là, hein. On a choisi le titre de cette présentation parce qu'il résume bien ce qu'on voit sur le terrain régulièrement. La plupart des entreprises ne maîtrisent plus vraiment leur cloud. La facture monte et plus personne ne sait exactement pourquoi. Alors aujourd'hui, on ne va pas vous montrer un cours théorique sur le FinOps, on va vous montrer une vraie facture, une vraie entreprise sur Azure. On va l'ouvrir devant vous, cette facture, et on va vous montrer où part réellement l'argent. C'est presque jamais là où on le croit. On va poser un diagnostic dessus, des chiffres, et pour chaque problème, une action que vous pourriez appliquer, vous ou nous. Et deux méthodes là-dessus. La première, c'est que tout ce qu'on va vous montrer est réel. C'est un vrai audit qui est anonymisé. Et deuxième point, c'est que quand un chiffre est révélé et qui n'est pas du client, on va peut-être vous présenter une moyenne de ce qu'on observe sur le secteur. On vous le dira si c'est des chiffres réels ou pas. On ne va pas mélanger ce qui est mesuré et ce qui est estimé. Côté déroulé, 30 minutes pour tout ça, puis une session de questions-réponses. Posez-la dans le chat. Vous pouvez poser les questions à Marie aussi directement et on y répondra à la fin. Très rapidement, pour nous présenter, Baptiste Hélier, je suis le dirigeant de NeoEdge, mais avant d'être DG, j'ai passé des années dans l'infrastructure, système réseau cloud et bref, du delivery en production. Et toute cette facture, ces clusters, ces dérives dont on va vous parler, c'est pas de la théorie pour moi, hein, c'était mon métier d'origine. Et à mes côtés, Loris Lombardi, qui dirige notre activité cloud. C'est lui Bonjour à qui pilote ces tous. sujets, voilà, qui pilote ces sujets au quotidien chez nos clients. Très brièvement sur NeoEdge, trois métiers, hein. Quand vous achetez de l'infra, vous avez en général deux ou trois interlocuteurs, l'intégrateur qui conçoit, l'hébergeur qui héberge et l'infogéreur qui va exploiter. Trois contrats, trois responsables, et le jour où ça casse, hein, chacun se renvoie la balle. Nous, ces trois métiers, on les assume, on les fait en interne, on les fait sans sous-traitance. Intégrateur, on conçoit, on déploie avec les technos du marché, soit Dell, VMware, NetApp, Microsoft, Fortinet, Cisco, entre autres. La partie cloud provider, on héberge dans nos propres data centers en France, c'est notre infra et pas du cloud revendu. Et la partie service manager, on exploite au quotidien en 24/7 avec une équipe dédiée et un guichet unique. Notre signature, hein, sont ces trois mots, le design, build, operate. C'est pas un slogan, c'est la façon dont on travaille. On commence par vous écouter et vous auditer. On ne recommande pas la solution la plus chère, mais la bonne. On construit, on intègre, on teste. Ce qui est livré correspond à ce qui a été acheté et cadré. Et l'operate, on exploite dans la durée votre système d'exploitation vie et on le fait vivre. Et pour finir, Néo en quelques chiffres pour situer qui on est exactement. Puis ça fait aussi joli sur les slides, hein, 48 collaborateurs, dont 4 associés fondateurs. C'est une entreprise à taille humaine. Vous parlez à des gens qui décident, pas un call center, et les fondateurs sont toujours aux manettes de la société. 10 millions de chiffres d'affaires en 2025 avec une croissance de 20%. C'est une belle croissance, mais maîtrisée sans se diluer. Et 300 projets livrés sur l'année 2025, plus ou moins grands, mais avec une belle diversité de sujets. Loris? Ouais, donc ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas une posture anti-hyperscaler, parce que chez NeoEdge, on opère de l'Azure au quotidien, on est partenaire CSP Microsoft et on opère notre propre cloud souverain. Donc du coup, on arrive à voir les qualités et les limites de ces deux modèles. Ça serait un peu... si on était anti-cloud public, on ne serait pas partenaire Microsoft. La critique qui suit ne porte jamais sur Azure comme produit en tant tel quel, mais plutôt sur le cloud que l'on n'opère pas. Donc, pourquoi ces sujets explosent-ils en 2026? Alors le contexte, hein, trois forces. La première, c'est que cette année, et depuis la fin de l'année dernière, le hardware flambe. La RAM, le GPU, on a des délais de livraison de serveurs qui explosent, des fois, parfois de plus de 6 mois, un peu comme en période Covid en fait. Et en 2026, renouveler une infrastructure on-prem ou sur un cloud privé coûte parfois 3 fois plus cher qu'hier. Deux, par réflexe, hein, le cloud privé ou cloud public devient une réponse évidente parce qu'on a une promesse de dispo quasi immédiate. On voit des migrations assez importantes et parfois sans se poser de questions. C'est du cloud, donc c'est sécurisé et ça fonctionne tout seul. Et le troisième,
Le piège, en fait, c'est que nous sommes bien conscients, nous, en tant qu'intégrateurs, que sont les urgences des dossiers projets, le cloud est la seule voie possible, mais au risque de devenir un piège silencieux. Parce que sans pilotage, le cloud finit par dépasser rapidement le coût d'une infra qui est bien maîtrisée. Et c'est pas une opinion, hein, on va vous le démontrer avec des chiffres réels à l'appui. Donc la thèse, celle-ci, vous croyez avoir acheté un cloud, mais vous avez acheté un espace à opérer. Le cloud ne supprime pas l'exploitation, hein. Il va la déplacer, il la fragmente, il la rend plus difficile à lire. L'hyperscaler, lui, quel qu'il soit, il vous fournit un espace, des outils, la facturation, mais jamais l'opération n'est faite par eux. C'est pas leur métier. Cartographier, arbitrer, renouveler, éteindre, suivre ses serveurs, c'est un métier, généralement c'est le vôtre, et personne ne vous l'a vendu avec l'abonnement que vous aviez. Donc vous avez acheté un espace opéré, pas un service clé en main. Et vous pourriez me dire, oui, les outils d'hyperscaler ont déjà ça, alors oui et non. Voici un cas réel qui est anonymisé. C'est une ETI industrielle européenne d'environ 700 personnes qui a 53 serveurs sur Azure, et puis 7 clusters Kubernetes, donc notamment de l'AKS sur Azure. Le tout en production critique. La facture de mai 2026 s'élève à 23 000 euros par mois, ce qui fait environ 280 000 euros par an. Ces chiffres sortent directement de la facture d'Azure de mai 2026 sans retraitement commercial. La seule question qu'il faut se poser, c'est ces 280 000 euros, achètent-ils de la valeur ou de la dérive? Et je précise que ce n'est pas un cas isolé, choisi pour l'effet de ce webinaire. On retrouve les mêmes dérives dans la quasi-totalité des audits que l'on réalise. Les montants varient, mais les mécanismes restent les mêmes. Si on regarde la facture, la répartition de cette facture, le premier poste de cette facture, c'est le stockage. Donc 32% de la facture, soit environ 7 000 euros. Ensuite, on a le compute, les serveurs, que l'on accuse toujours en premier en cas de hausse de facture, mais ce n'est que le deuxième poste, 22%. Ensuite, on a le stockage, sécurité et sauvegarde réunis, tous, ce qui nous donne un montant de 53% de la facture. Plus de la moitié, avant même les licences et le réseau. Et quand on creuse, c'est encore plus parlant. Sur ce stockage, 20% du total de la facture est en premium SSD, c'est-à-dire du SSD haute performance, le tiers le plus cher chez Azure, pour stocker des données qui, pour beaucoup, sont de l'archivage. On met de l'archive sur du stockage de course, c'est-à-dire du stockage ultra performant. La sécurité, Microsoft Defender, est activée partout, sur toutes les briques cochées, jamais arbitrées. Et rien que la brique de protection des conteneurs, c'est 960 euros par mois. Personne ne s'est posé la question de savoir si elle est justifiée ou non. Et c'est tout l'enjeu de ce que l'on va vous démontrer aujourd'hui. Le message n'est pas Azure, ça coûte cher. Le message, c'est que l'écart vient de la façon dont c'est opéré, pas du prix affiché. Chaque euro de trop, ici, est une décision que personne n'a prise ou une décision qu'on a peut-être oublié de réviser. Du coup, hein, derrière cet écart, 5 dérives qu'on a essayé de mettre en avant. On l'a vu avec le constat, la moitié de la facture, elle part dans des postes que personne ne surveille. La question maintenant, c'est plutôt pourquoi et d'où ça vient réellement. Après, il n'y a pas 30 raisons. Quasiment tous les audits qui sont menés sur des hyperscalers, parfois même chez nous, hein, quand le client opère tout seul son activité, on retrouve un peu les mêmes mécanismes. Et je préfère être clair sur autre chose, hein, aucune de ces dérives n'est une fatalité, ou peut-être dans de rares cas, hein, mais c'est pas le sujet dans l'exemple qu'on a. Ce sont les 5 dérives qui reviennent plus souvent et qui pèsent le plus lourd. Il y en a d'autres, mais elles sont un peu plus marginales. Celles-là, vous les aurez probablement un peu dans tous les environnements en ce moment même, je pense. On commence par la plus simple, du coup, et celle qui passe le plus inaperçue. À qui appartient la dépense? Effectivement, c'est celle que tout le monde a, que vraiment tout le monde peut se poser aussi. C'est une question de base, c'est à qui appartient la dépense. Dans le cloud, chaque ressource peut porter des étiquettes, autrement dit finalement des tags. Un projet, une business unit, un environnement, un propriétaire. C'est ce qui permet de dire, cette VM, c'est le projet X, l'équipe Y, et ça coûte tant par mois. Sauf que pour poser des tags, ce n'est pas obligatoire. Donc on peut créer des ressources sans tag.
Chez ses clients, 17% de la facture, soit 3 900 € par mois, porte sur des ressources qu'on ne peut rattacher à personne, ni un projet, ni une équipe, ni un budget. C'est donc à peu près 47 000 € sur l'année où personne dans l'entreprise ne peut dire à quoi ça correspond. Le problème, ce n'est pas que ça coûte cher en soi. Le problème, c'est que tant que vous ne savez pas à qui appartient une dépense, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas la refacturer en interne, vous ne pouvez pas demander à une équipe de de justifier sa consommation, vous ne pouvez pas non plus challenger une ligne parce que vous ne savez pas qui appeler. C'est la dérive qui rend toutes les autres invisibles. Sans tag, vous êtes aveugle sur le reste. Pour vous donner une idée, sur cet abonnement, il y a 26 services actifs et aucun n'avait de propriétaire formellement identifié. Ce n'est pas le nombre qui compte parce que 26 pour une entreprise de ce type-là, c'est une taille, on va dire, normale. C'est qu'aucun n'était rattaché à quelqu'un. Alors, qu'est-ce que vous faites dès demain? Vous imposez une politique de tag obligatoire. 4 tags pour pouvoir taguer la partie projet, business unit, environnement, propriétaire et surtout, ce qui change tout, vous bloquez la création de toutes les ressources non taguées. Première dérive donc, on ne sait pas à qui appartient les dépenses. La deuxième, c'est qu'on paie cette différence au mauvais tarif. La deuxième dérive, elle est un peu plus subtile et beaucoup la rate, y compris des équipes compétentes, hein. Quand vous lancez une machine sur Azure, par défaut, elle est en pay-as-you-go. Enfin, ça va être des modèles que vous allez prendre à la demande. Et on présente ça souvent comme l'élasticité du cloud, sa grande force. Mais en réalité, hein, le pay-as-you-go, c'est pas l'élasticité. C'est juste l'absence d'engagement. Vous payez plus cher pour garder la liberté d'arrêter quand vous voulez. Sauf que dans le cas présent, la grande majorité des serveurs en production, ils ne s'arrêtent jamais. Ils tournent avec une charge stable, matin, soir, week-end, et ils sont parfaitement prévisibles. Et en fait, Azure propose pour ça des réservations avec des plans économiques, ça peut être 30% moins cher que le tarif à la demande. Et le tarif là, disponible, il suffit juste de le souscrire. Et dans le cas du client présent, on est tombé sur un cas d'école, 37 serveurs étaient couverts par des réservations. C'est très bien, sauf que les réservations expiraient le 21 mars et personne ne les a renouvelées. Donc, depuis le 21 mars, les 37 mêmes serveurs qui n'ont pas bougé, qui tournent exactement de la même manière, sont repassés au plein tarif. Donc, c'est environ 1 400 € de surcoût par mois, juste parce que la date est dépassée et personne ne l'a regardé. Et le pire là-dedans, c'est que d'autres ressources qui sont dedans, on parlait de Cube tout à l'heure, qui sont le premier poste de dépenses compute, tournent autour de 3 800 € par mois, n'ont jamais été réservées du tout. Et si on regarde l'activité, c'est un socle qui tourne en 24/7 et c'est le candidat parfait pour une réservation sur de la longue durée. Donc, demain, vous identifiez votre baseline et puis le plancher des machines qui tournent en permanence en 24/7 toute l'année et vous réservez à minima ça sur 1 an ou 3 ans si vous avez la visibilité sur le produit, le projet. Et vous gardez en pay-as-you-go uniquement ce qui est vraiment variable, où il y a besoin d'un vrai burst. C'est exactement le bon usage du cloud, on va payer la flexibilité là où on en a besoin réellement et on s'engage là où c'est stable. Donc la deuxième dérive, c'est on a la bonne taille, mais on paye le mauvais tarif. Et la troisième, elle est complètement invisible parce que c'est la machine elle-même qui la crée. Effectivement, la première au moins, quelqu'un avait pris une décision, on avait choisi une taille de VM, on avait souscrit à une réservation. Là, personne ne surveille rien. Et pourtant, ça tourne et ça se facture tous les mois. Quand vous faites tourner un cluster Kubernetes, vos applications ont besoin d'un stockage persistant, c'est-à-dire des volumes pour des bases de données, des fichiers, votre code, peu importe. Et le cluster, quant à lui, provisionne ce stockage automatiquement. C'est une application demande un volume, il la crée sans intervention humaine. C'est tout l'intérêt et du coup, ça simplifie la vie. Le point sensible, c'est que la qualité de stockage, quand il est créé, ça dépend d'une classe de stockage. Une sorte de réglage, c'est-à-dire que tous les volumes créés ici sont de tel type sur cet environnement. La classe utilisée pointe pour ce cas-là sur le stockage Premium SSD, stockage haute performance, le tiers le plus cher. Ça a été Du câblé Azure une Files. fois.
Azure Files. Ça a été câblé une fois, probablement ça a été repris d'un template, d'une charte M, d'un exemple trouvé en ligne, mais en tout cas, ça n'a jamais été réexaminé. Depuis, personne ne s'est demandé si ces volumes avaient vraiment besoin d'un stockage premium ou non. Résultat, chez ce client, on a 1400 par mois de stockage premium, de ce qu'on a vu, provisionné automatiquement par des clusters sur un seul espace de stockage, ce qui fait à peu près 17 000 euros sur l'année. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est même pas la fatalité technique, c'est un réglage que l'on pose une fois et que personne n'a regardé. La machine applique la consigne par mois après mois, sans que quiconque la remette en question. Alors qu'est-ce qu'on fait? On audite les volumes persistants des clusters et on revoit les classes de stockage. Mais attention, c'est important, pas tout en standard, aveuglément. Certaines choses ont vraiment besoin de performance, d'autres ont besoin de performance un peu plus modeste. C'est aujourd'hui, ce qu'on voit dans la particularité des clusters Kubernetes, c'est que c'est du premium partout, par défaut, sans que personne ait fait le tri. Maintenant, place à la 4e dérive. Je vais être transparent sur celle-ci. On n'a pas de chiffre précis parce qu'on n'a pas la profondeur. C'est pas un audit suffisamment long, mais on a une fourchette de ce qu'on constate sur l'ensemble des audits. On avait parlé tout à l'heure du tarif, payer une machine pour le bon prix et en réserver plutôt qu'à la demande. Mais il y a une chose qu'on règle jamais en vérité, c'est que le bon tarif ne corrige pas non plus une mauvaise taille. Le surprovisionnement, c'est au moment du déploiement, on va prendre la machine pour être tranquille, absorber un pic qui va peut-être un jour arriver ou pas. Et sauf que le pic arrive jamais. Le serveur il va tourner sur une charge plate. On aura peut-être 20 ou 30% d'utilisation sur le CPU, peu importe, alors qu'on paye 100%. Et on a loué du CPU, de la RAM qu'on n'a jamais réellement consommé. Et personne ne revisite jamais ce choix initial. Et c'est pas un sujet qui est typique au cloud. On-prem, on a exactement les mêmes sujets. La différence, c'est qu'en cloud, le surdimensionnement, on se paye tous les mois. Et on-prem, finalement, il dort dans du matériel que vous avez déjà acheté. Donc, on n'est pas sur la même logique. Et souvent, l'origine est la même. C'est un prérequis d'un éditeur. On va vous dire qu'il faut 16 vCPU, 64 Go de RAM. Et vous allez appliquer à la lettre pour garder le support de l'éditeur que personne ne vérifiera jamais, et si la charge est réellement aussi utile. Donc on dimensionne pour une recommandation théorique, mais pas pour un usage réel ou mesuré. Et c'est là que les deux dérives se complètent. C'est que réserver une machine, comme on l'a vu, ça vous fait économiser potentiellement de l'argent, mais si vous réservez une machine 2 fois trop grosse, vous la perdez, votre remise. Vous avez une remise, mais sur une erreur. Et là, vous allez verrouiller en plus pour 3 ans. Donc l'ordre correct, c'est plutôt, on va définir la taille correctement. Ensuite, on va réserver quand c'est correct avec le right sizing. Et c'est le sizing avant le tarif. Sinon, on va cimenter le gaspillage avec des remises dessus, mais voilà, c'est pour se donner bonne conscience et vous ne capitaliserez pas dessus. Donc, 4 dérives là qui sont toutes liées sur raison financière, mais la dernière, elle change un peu de nature. Elle ne touche pas votre facture, elle va toucher la sécurité. Et là, on change vraiment de registre. Celle-là, c'est une chose, c'est autre chose. C'est du risque et c'est probablement la plus dangereuse parce qu'elle repose sur une phrase que tout le monde entend, que tout le monde pense. C'est dans le cloud, donc c'est sécurisé. Cette phrase, ce concept est complètement faux. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Microsoft publie ce que l'on appelle un modèle de responsabilité partagée. C'est dans leur documentation, c'est écrit noir sur blanc, et ce modèle dit une chose très claire. Quel que soit le service cloud que vous utilisez, il y a des responsabilités qui restent toujours chez vous. Toujours. Vos données, leur classification, le chiffrement, leur conformité, c'est vous. Vos identités et vos accès qui se connectent, avec qui et quel droit, c'est vous. Vos terminaux d'accès, c'est vous. Et dès que vous êtes dans l'IaaS, sur des machines virtuelles, s'ajoutent d'autres choses. Le système d'exploitation, les mises à jour de sécurité et surtout la sauvegarde, c'est encore vous. Microsoft sécurise le data center, l'infrastructure physique, les hyperviseurs, tout le reste. C'est-à-dire la grande majorité de ce qui peut réellement causer une fuite ou un ransomware, c'est encore une fois, c'est vous. Sauf que personne ne vous le dit clairement. Le jour où vous avez signé, donc vous opérez déjà votre sécurité tous les jours, souvent sans le savoir. Et ça se voit dans les chiffres. Sur ce même client, on a passé son environnement Microsoft 365 et Intra, son annuaire
son annuaire d'identité, au crible d'un audit de sécurité. Résultat, on a 108 points de contrôle en échec. Bon, dans les 108, il y en a certains qui sont mineurs, d'autres non. Et c'est ce qui compte vraiment, c'est justement ces 66 points qui ont été classifiés finalement en sévérité haute. 66 écarts critiques avec la configuration recommandée. Et pas n'importe lesquels. C'est de l'authentification multifacteur qui était non résistant au phishing, des comptes administrateurs mal protégés, des accès privilégiés permanents qui devaient être temporaires. Ce sont les portes d'entrée d'une attaque. Et elles étaient ouvertes. Un point important, c'est que ce client-là, ce n'est pas quelqu'un de négligent. C'est une entreprise sérieuse avec une vraie équipe IT. Simplement, personne n'avait pour mission de regarder ça. La sécurité du tenant, comme le reste, c'est tombé dans l'angle mort. Parce que tout le monde pensait que c'était dans le cloud, donc c'est géré. Ce que vous pouvez essayer de faire cette semaine, par exemple, c'est que imaginez comme un test, tester une restauration, une seule. Une restauration de votre sauvegarde, de vos VM. Prenez une machine critique et demandez à votre équipe de la restaurer pour de vrai. Si quelqu'un le fait en 1 heure, tant mieux, vous êtes bon. Si personne ne sait par où commencer, vous venez de découvrir que votre sauvegarde est une hypothèse, pas une garantie. Et c'est exactement le genre de choses qu'on ne veut pas découvrir le jour de l'incident. Donc voilà, 5 dérives. Mais si vous regardez bien, derrière les 5, il y a une seule et même cause. En tout cas, voilà, mis bout à bout sur la conclusion des 5, on a entre 5 500 et 6 000 euros par mois d'optimisation d'arbitrage à faire. On a parlé dans le détail, la réservation, du right sizing, le mauvais stockage alloué. D'autres points qu'on n'a pas détaillés, mais des snapshots qui ont été faits, qui n'ont pas été nettoyés. Une partie sécurité, on en parlait, Defender for Containers, qui a été activé, mais peut-être pas utile, mais en fait, ça n'a pas été arbitré, déployé par défaut. Et mis bout à bout, on arrive sur une dépense assez importante. Mais c'est un montant brut, c'est pas une économie nette. Donc, ça veut dire que le gain réel, il sera inférieur à ça, parce que pour chaque ligne, il va falloir retrancher le coût de la cible. Quand on va passer du stockage premium au standard, le standard, il n'est pas gratuit. Il va coûter moins, mais il coûte. Donc le vrai gain net, il se calculera poste par poste en soustrayant le coût de la solution cible. Donc ce que je vous donne là, c'est la surface exposée, pas le montant global de l'économie. Et avant de conclure sur cette partie, il y a une autre dérive qui arrive, qu'on a mis en bonus. Et je te laisse la présenter, Loris. C'est effectivement volontairement un bonus parce que ce n'est pas une sixième dérive. Parce que soyons honnêtes, avec vous, dans cet audit, on n'a trouvé aucune IA. Il n'y a pas d'IA. Voilà, ce client n'a pas ce problème aujourd'hui, mais c'est une dérive qui peut arriver. On la voit monter ailleurs chez d'autres clients. Elle va devenir un vrai sujet dans les mois à venir. Alors autant vous donner une longueur d'avance pendant que ce n'est pas encore chez vous finalement. 3 signaux à surveiller. Le premier, les licences copilotes achetées largement, déployées à tout le monde et réellement utilisées par une poignée de gens. La deuxième, c'est la consommation des tokens par les services IA qui grimpent et donc encore une fois sans propriétaire, sans budget assigné. C'est exactement le même mécanisme que les dérives que l'on vient de voir. Mais sur l'IA, troisième, c'est des POC IA lancés pour un test, provisionné un jour, mais jamais éteint. Il tourne encore 6 mois plus tard et il facture et personne ne le sait pourquoi. Ce n'est pas une question de coût. Le vrai problème, c'est la gouvernance, encore une fois. Les dirigeants de grandes sociétés industrielles, comme par exemple Stellantis, le disent déjà, sans pilotage clair et sans mode opérationnel, les grandes majorités des initiatives IA ne dépassent jamais le stade du POC. On dépense, mais on ne transforme pas. Donc le message est simple. L'IA va peser de plus en plus lourd dans vos factures, autant lui appliquer dès maintenant les mêmes règles qu'on applique à la production. Un propriétaire, un budget, une justification d'usage, les mêmes règles pour le reste. Ne laissez pas grandir cet angle mort, parce que c'est là que naissent toutes les dérives qu'on en a vues aujourd'hui. Et encore, on ne parle pas de la partie Shadow IC qui arrive sur l'IA, où chacun développe des briques de son côté que le SI ne maîtrise plus. C'est encore un autre sujet. Donc reprenons. Regardez les 5 dérives qu'on vient de voir, des ressources non attachées, des réservations expirées, du stockage
on n'a pas revu, des comptes mal protégés, et puis à chaque fois, c'est le même schéma. C'est pas une faute technique, c'est que finalement, personne ne le regardait, dans ce cas-là. Et c'est pas un problème de fournisseur, hein. Azure n'y est strictement pour rien, et c'est pas un problème de compétence des équipes, hein. Elles sont bonnes. C'est un poste de pilotage qui n'existait pas, et en fait, sans responsable clairement désigné, ni chez l'hyperscaler, ni chez vous. Personne ne l'a budgété et personne n'a dit c'était ton métier de regarder ça. Et tout par de là, on pilote pas ce qu'on ne voit pas. Et chez un hyperscaler, en plus, hein, la facture, parfois, c'est un PDF de 20 pages. Donc, personne ne la lit. Alors, la réponse à tout ça, c'est pas un discours, c'est plutôt un modèle. Et voilà ce qu'on attend un peu d'une facture lisible. Déjà, c'est d'avoir rien à réserver qui n'expire le 21 mars. Hein, on prend toujours cet exemple. Mais le fait qu'on ait fait de la réservation, on se posait la question, on mesure ce qui tourne, point. Chez certains providers, quand une VM est arrêtée et désallouée, le compute cesse d'être facturé. Le stockage, la sauvegarde, certaines licences peuvent rester indues. Donc je ne vais pas vous dire qu'une VM éteinte coûte zéro, mais il y a du right sizing et il y a de l'analyse à faire. Un catalogue clair, parce que des articles lisibles avec des prix connus d'avance et des remises claires, c'est toujours mieux. Vous savez ce que vous prenez et vous savez ce que ça coûte avant de le consommer. Il n'y a pas de surprise en fin de mois. La réservation est encore importante aussi là-dessus. Il faut que ça soit estimé, alors j'exagère, hein, chaque matin, mais il faut que la facture du mois en cours, elle soit visible avant d'être remise, et pas un POC qu'on oublie d'éteindre et vous la voyez dans le mois, le matin même. Et expliquer chaque mois, chaque variation détaillée que vous allez avoir sur des assets, ligne à ligne, par rapport au mois précédent, d'avoir le vrai delta, ce qui se passe. Le but, c'est de voir les variations et que la dette FinOps ne devienne plus invisible. Qu'est-ce qu'on a Oui, mis en place chez NeoEdge? C'est finalement, je ne vais pas vous faire un tour, une démo complète, je ne vais pas vous faire un quart d'heure de capture d'écran. Voici ce qu'on opère chez nous, chez nos clients Azure ou dans notre cloud. Le principe, c'est qu'on a mis en place un dashboard qui répond finalement aux 5 dérives qu'on vient de vous décrire. La première, c'est le coût par VM et par tag. On sait à qui appartient chaque euro. La consommation en temps réel, une charge plate, ça se voit. Nos outils vous recommandent sur la réservation des ressources. Le comparateur de facture mois à mois, l'estimation quotidienne, un POC oublié se repère dans le mois et l'état de santé de vos sauvegardes, de vos PRA, et ainsi qu'une vision sur vos logs. Soyons clairs sur ce que c'est Cockpit et sur ce que ce n'est pas Cockpit. Il ne remplace pas l'exploitation humaine, il ne la pilote pas à votre place. Ce qu'il fait, c'est rendre les décisions possibles, vérifiables et traçables. Je vais être honnête aussi avec vous sur un point parce que c'est important, cette transparence et sur les coûts. Azure permet déjà ça et avec leurs propres outils, notamment Cost Management, Advisor, leur FinOps, Tools, leur Toolkit. Mais bon, les outils existent, ils sont gratuits. Donc ce qui manque dans les dérives qu'on a vues, ce n'est jamais l'outil, c'est quelqu'un dont c'est le métier. Et c'est là que qu'il y a notre vraie valeur finalement, elle tient à deux choses. Une vue unifiée, vous voyez votre Azure et votre Knowledge Cloud au même endroit, dans la même grille de lecture. Ça, aucun outil natif d'un hyperscaler ne le fait parce que ce n'est pas son rôle de regarder en dehors de chez lui. Notre métier, c'est de lire ces données et de vous conseiller. alors qu'est-ce que vous faites de tout ça, hein? Vous avez 3 choix, tous légitimes. Il n'y a pas le bon et les deux mauvais. Le premier, c'est souvent le plus pertinent pour commencer. Vous restez sur la solution que vous avez, vous ne migrez pas. Et on vous aide à être un opérateur de votre tenante. On prend la main sur la gouvernance des coûts, le tagging, la sécurité, le reporting mensuel, tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et sur le dossier qu'on vient de regarder, le premier gain, c'est pas de changer de cloud ou de direction, c'est de corriger une dérive. Point. Le deuxième, c'est peut-être un choix plus souverain, IaaS, avec une exploitation incluse, avec un design qui est fait, avec une prédictabilité. On définit une infra, on dit voilà, il nous faut 25% de croissance et vous repartez quand vous voulez, enfin, quand vous voulez, à la fin de votre contrat, mais vous avez une visibilité sur les 3 ans d'engagement, mais vous n'êtes peut-être pas à la souplesse d'un hyperscaler sur la partie catalogue. Et puis la troisième, finalement, c'est peut-être les deux, c'est un hybride assumé.
piloté depuis un seul cockpit. Vous avez une partie sur le meilleur des mondes et l'autre également. Et vous avez une seule vue pour consolider tout ça. Et le mot important, c'est plutôt de ne pas faire des choix en bloc et plutôt de faire des choix charge par charge, workload par workload, selon les dépendances techniques et le niveau de service exigé et le modèle économique de chacun. Une application, elle reste sur Azure parce qu'elle dépend d'un service managé spécifique. Une autre bascule vers du souverain parce qu'elle est sensible. Et ce ne sont pas trois portes dont vous devez en choisir une. Il y a des trajectoires, plusieurs trajectoires possibles et qu'on peut construire ensemble charge par charge. Donc, une dernière chose avant de poser les questions, Loris. Ça serait finalement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans un mode full cloud public, hybride, full on-premise, ou en réflexion de migration? On propose un diagnostic FinOps offert. Concrètement, c'est quoi? C'est 1 heure avec un architecte, pas un commercial, avec un simple accès à votre facture ou votre cost management d'Azure, et vous repartez avec un livrable chiffré, des pistes concrètes, applicables dès le lendemain. Exactement, finalement, le même type de constat qu'on a partagé aujourd'hui pour ce client, mais avec vos chiffres. Maintenant, voilà, place aux questions. On peut répondre à toutes vos questions. Donc, on n'a pas encore de questions, mais les questions qu'on retrouve souvent, c'est par exemple quand on a une petite équipe IT, est-ce que c'est aussi réservé, est-ce que c'est aussi pour nous, en fait, ces dérives, ou est-ce que c'est réservé aux grosses boîtes? Pardon. En fait, c'est plutôt l'inverse, hein. Plus l'équipe est réduite, plus les dérives elles passent à la trappe. Personne n'a le temps d'ouvrir la facture en détail tous les mois. Ça devient une facture en plus, une récurrence, comme la facture EDF, on ne regarde pas réellement ce qu'on consomme. Et le client, là, dans l'exemple, hein, c'est ça, ils ont une équipe compétente, mais réduite, avec une boîte qui n'est pas petite non plus, c'est une ETI, et ça dérivait quand même. Donc je ne pense pas que ce soit une question de taille ou de compétence, mais de temps à dispo pour piloter ça, ou si c'est prévu à l'avance. Le choix n'était pas mauvais pour eux de faire du Azure, mais ils n'avaient pas les ressources pour l'exploiter pleinement. Une autre question, si on décide de migrer, combien de temps ça prend, cette migration? Ça, je peux répondre ça. On peut jamais tout migrer d'un bloc. C'est la garantie de l'échec finalement, garantie de tout casser. On va plutôt procéder par vague. Typiquement, quand on fait un audit, on va aller cartographier un petit peu tout ça. On va faire un POC sur un périmètre de test. Puis ensuite, on va déclencher des migrations par vague, qui seront étalées en fonction de la criticité ou à l'outil en fonction du périmètre défini. Vous gardez la main à chaque étape. On commence toujours finalement par le moins risqué, le moins critique, avec l'enjeu de business le moins important, on va dire. Et encore une fois, migrer, ce n'est pas obligatoire. Beaucoup de gains se font en restant là où vous êtes, mais en optimisant vos ressources. Ok, une dernière question. Pourquoi est-ce qu'Azure, en fait, ne corrige pas ces erreurs automatiquement, ces dérives automatiquement? Parce que c'est pas leur intérêt, en fait, sur la conso. Voilà. C'est leur modèle économique, hein, c'est le fait que vous consommez. Après, faut être juste, hein, ils fournissent les outils pour le faire, donc ils vous donnent déjà des éléments. Mais en fait, ce qu'ils font pas, c'est ils vont pas le faire à votre place. Ils vont mettre les outils à disposition. Ils peuvent vous faire des recommandations, mais la décision, elle vous appartient toujours. Donc, il faut toujours quelqu'un pour opérer un cloud, quel qu'il soit, enfin, de toute façon, une infrastructure, peu importe. Et l'hyperscaler ne va pas décider à votre place, il ne va pas agir à votre place. C'est exactement le trou qui est à combler là. Autre question? Je ne crois pas que nous ayons des questions. Tout est bien clair, il semblerait. Parfait. Écoutez, merci pour votre temps. Vous avez nos mails, on va vous envoyer le slide deck pour les personnes inscrites. Et l'offre juste avant est valable. Il faut juste nous envoyer un mail et communiquer sur votre besoin. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.